Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin, l'occasion de faire un état des lieux en la matière. Et avec près de 5 millions de réfugiés enregistrés sur le continent en 2015, l'Afrique est la première terre d'asile. Mobilisation contre la corruption et la malgouvernance en Guinée. Les acteurs de la société civile prônent la tolérance zéro. Les détails à suivre. Et puis les hommages à Stephen Keshi se poursuivent. Un match à la mémoire de l'ancien sélectionneur des Super Eagles a été organisé ce dimanche à Lomé, au Togo. Mais avant de développer ces titres, le président rwandais Paul Kagame a entamé ce lundi 20 juin une visite officielle de 2 jours au Maroc. Plusieurs questions d'ordre économique et diplomatique seront au centre des discussions, notamment celles concernant le Sahara, fer de lance de la diplomatie marocaine. Car si le Royaume jouit du soutien des pays d'Afrique de l'Ouest, sa proposition d'autonomie de la région ne fait pas encore l'unanimité dans les pays d'Afrique de l'Est. C'est un triste record. 65,3 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer en 2015 à cause de la guerre ou de la persécution. Avec 4,41 millions de réfugiés, l'Afrique est la première terre d'asile. État des lieux en ce 20 juin, marquant la journée mondiale des réfugiés avec Corinne Kamdem. Une personne sur 113 sur la planète sera un réfugié en 2015. Selon le dernier rapport publié ce lundi 20 juin par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en 2015, on enregistre 65 300 000 réfugiés dans le monde. Un nouveau record préoccupant par rapport aux 59 500 000 de l'année 2014, soit une augmentation de 9,7%. L'Afrique serait la première terre d'asile, avec 4 41 000 réfugiés accueillis en 2015. Le Kenya et l'Éthiopie, c'est les premiers pays en Afrique en termes de nombre de réfugiés. Nous occupons, je pense, la 3e position, le Tchad. Ce n'est pas nécessairement une position heureuse. En effet, au Tchad, ces derniers temps, le nombre de réfugiés a également été revu à la hausse. Une augmentation qui s'expliquerait par les récentes crises dont sont victimes ces pays voisins, comme la Centrafrique ou encore le Soudan du Sud. Nous avons au Tchad 3 situations. La situation des réfugiés soudanais. On en a plus ou moins 300 000. Il y a la situation des réfugiés centrafricains. Donc on a quelques 60 000 réfugiés centrafricains. Et puis la dernière vague de réfugiés, c'est la vague des réfugiés nigérians de la zone de la région du Borno au nord-est du Nigeria, dont le chiffre est entre 7 000 et 14 000. Les récents conflits en Syrie, en Afghanistan, au Burundi et au Soudan du Sud ont conduit le dernier exode au nombre de 21 300 000 réfugiés, dont la moitié seraient des enfants. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce chiffre pourrait augmenter de 50% dans les 5 prochaines années. Où en est l'Union économique et monétaire ouest-africaine 22 ans après sa création? Selon les observateurs, les acquis sont réels, mais les défis le sont tout autant. Bilan avec Birama Saounera. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, 22 ans d'existence. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l'organisation sous-régionale regroupe 8 pays de l'Afrique occidentale. Il s'agit du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Niger et de la Guinée-Bissau. En 22 ans, de nombreuses avancées ont été notées dans la mission de l'UEMOA. Il s'agit surtout des politiques macroéconomiques telles que la construction des marchés communs, l'harmonisation des législations, des politiques et programmes sectoriels ont été également mis en œuvre. En 2015, pour la 2e année consécutive, la croissance économique a dépassé 6%. L'inflation est restée modérée aux alentours de 1% en 2015 grâce à l'ancrage du taux de change et à l'évolution positive des termes de l'échange. Ces résultats positifs, nous les devons aussi au travail remarquable réalisé par les institutions et les organes de l'UEMOA. Lors de sa création en janvier 1994, l'un des objectifs majeurs de l'UEMOA était la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, selon la Commission de l'Union, cette intégration des peuples constitue une réalité. Si les politiques sont conçues, des mesures prises pour une libre circulation dans l'espace, il reste que certaines autorités sont réfractaires. Ainsi, l'UEMOA a mis en place dans chaque pays une structure d'éveil
pour une bonne application des règles par les États membres. Sur le terrain, comme je vous le disais au préalable, il était nécessaire, maintenant que les politiques sectorielles communes sont en place, il était nécessaire de venir maintenant suivre tout ce qui était fait. Ça veut dire que nous sommes venus, nous avons pu sensibiliser les administrations et les populations à ces réformes. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de transposition des directives a augmenté. Et les réformes aussi sont mieux mises en œuvre ici. Toutefois, des défis restent à relever pour renforcer cette intégration sous-régionale. Il s'agit, selon les observateurs, d'assurer la sécurité alimentaire des populations et la réalisation des infrastructures dans l'espace UEMOA. Le renforcement de la sécurité constitue aussi l'un des défis majeurs pour assurer la stabilité au sein de l'Union pour l'exercice d'une activité économique de qualité. En Guinée, la société civile se mobilise contre la corruption et la malgouvernance via le mouvement STOP. Objectif, mobiliser le maximum de citoyens autour d'un programme élargi de débat, de dénonciation et de sensibilisation. Explication avec Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. La société civile guinéenne s'engage dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et le réseau des cellules de veille citoyenne CVC s'élèvent contre ces fléaux qui affectent la gouvernance dans le pays. Le mouvement STOP vise à interpeller les gouvernants sur les conséquences de la corruption et de l'impunité sur les populations, notamment les jeunes et les femmes. Il identifie principalement la gabegie, l'impunité, le détournement, l'injustice et la corruption comme les principaux maux à combattre. L'initiative consiste à susciter un éveil de conscience des citoyens, mais en vue d'une mobilisation pour que les différentes parties entament des réflexions consensuelles à l'effet d'arrêter ce cycle qui est devenu aujourd'hui un cycle infernal. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers les citoyens, lancer le mot d'ordre, donc le mouvement, pour que les citoyens puissent davantage s'inscrire à ce mouvement. Les plateformes de la société civile souhaitent, via cette campagne, mobiliser les citoyens autour de la lutte contre le chômage, l'insécurité, les détournements résultant de la corruption et de la malgouvernance. Elles fonctionnent dans un premier temps selon le principe de la pétition à travers tous les canaux de communication et d'information. La campagne va ensuite s'étendre autour d'autres axes tels que des débats autour de certains cas avérés de corruption ainsi que des dénonciations. C'est pratiquement toutes les organisations de la société civile qui s'impliqueraient dans le processus et les citoyens qui se mobiliseront à le soutenir. L'intérêt qui se suscite, disons l'appel, nous semble assez prometteur. De plus en plus, il y a des souscrivants, donc on estime que les choses pourraient aller plus rapidement. La société civile guinéenne compte, à l'issue de la campagne, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre l'accent sur les stratégies permettant de lutter plus énergiquement contre ces travers qui contribuent à l'appauvrissement de la population. Elle entend par ailleurs promouvoir la culture d'intégrité et d'exemplarité, du respect et de la protection du bien public, de la performance et de la promotion du mérite, mais surtout du principe de la reddition des comptes. Dans le reste de l'actualité, les échanges du Naira sur le marché interbancaire libre ont démarré ce lundi. La Banque centrale fédérale a en effet acté la semaine dernière le principe de la fixation d'un taux de change officiel. Et l'une des conséquences immédiates de cette décision, c'est la dévaluation. À 10h GMT, le Naira était à 262,5 unités pour $1. Mais selon les experts, la monnaie nigériane devrait se stabiliser à 250 unités pour $1 contre 350 unités au marché noir. Stephen Keshi, ex-entraîneur nigérian décédé le 7 juin 2016, était à l'honneur ce dimanche au stade Omnisport de Lomé. Un hommage lui a été rendu à travers un match qui a opposé son équipe de 2005 à la sélection nationale du Togo. Compte rendu dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Aimé Fakofi.
En l'honneur de leur ancien entraîneur Stéphane Keshi, décédé le 7 juin 2016, les éperviers du Togo se sont retrouvés le 19 juin 2016 pour un match d'exhibition au stade Omnisport de Lomé. Ce match a mis aux prises les joueurs de l'équipe nationale du Togo en rouge et l'équipe entraînée par Keshi en 2005 en blanc. Mais ce sont les Blancs qui se sont inclinés sur un score de 6-2. Marquer, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que Keshi repose en paix. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le football. En 2005, quand j'ai perdu mon père, il a été là pour moi, il m'a encouragé. Il m'a parlé comme un père, donc voilà. Aujourd'hui, le but, marquer ou pas marquer, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à toute sa famille. Stéphane Keshi, il n'est pas togolais, mais c'est un Africain. C'est un devoir de tous les Togolais de dire que Stéphane Keshi, non seulement il a beaucoup fait pour nous, il était notre frère, il était quelqu'un qui nous a donné un plus, surtout à ce football togolais. Le public a massivement fait le déplacement du stade pour rendre hommage à celui qui avait spectaculairement conduit le Togo à la phase finale de la Coupe du Monde 2006. Et depuis, le Togo cherche en vain une nouvelle qualification à cette compétition. Stéphane Keshi a laissé une trace qui malheureusement n'a pas été suivie. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, on pense qu'il y a eu du gâchis. On pouvait continuer sur cet élan qui a amené le Togo à la Coupe du Monde 2006 maintenant, avec les crises répétées, les crises récurrentes. Le Togo a tout de suite sombré, le choc, sinon la chute a été violente. Donc il va falloir que tout le monde se ressaisisse, qu'on oublie les problèmes de personnes et que le football togolais puisse retrouver, on va dire, ce qu'il a fait entre 2004 et 2006. La mort du Nigérian Stéphane Keshi a été fortement ressentie au Togo, d'où l'organisation de cette rencontre sportive. Une rencontre qui est à l'initiative de l'Association des journalistes sportifs du Togo, en partenariat avec la Fédération togolaise de football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.